Salut la famille, bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver dans cette émission dédiée à toutes les familles. Alors, avec l'aide de spécialistes, nous allons répondre à toutes les questions que vous vous posez et tenter de résoudre les problèmes que vous rencontrez avec vos enfants. Je me présente, je m'appelle Candice Anzel, je suis coach pour enfants, adolescents et parents. Je suis également la fondatrice de Parents Imparfaits et auteure de livres sur la parentalité. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on parle d'un sujet qui personnellement me prend vraiment la tête. C'est une véritable galère. C'est le premier sujet de conflit de presque toutes les familles. Allez, je vais vous donner un indice. Si je vous dis « Maman, s'il te plaît, rajoute-moi 15 minutes », je suis sûre que vous avez trouvé. Évidemment, on va parler des écrans et de l'impact qu'ils ont, notamment sur nos enfants. Alors pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Anne-Lise Ducanda. Bonjour docteur. Bonjour Candice. Je suis ravie de vous accueillir ici. Merci d'avoir bravé le froid pour venir à ma rencontre. Est-ce que vous êtes bien installé? C'est parfait, merci beaucoup. Le plateau vous plaît? Oui, c'est magnifique. On est comme Très à la bien. maison, vous avez Exactement. vu? Alors, vous êtes médecin de PMI, donc protection maternelle et infantile en Gironde. Vous êtes également la fondatrice du CAUSE, le collectif Surexposition Écran, et vous avez ouvert un cabinet qui propose aux familles d'être aidées, par exemple, si les enfants présentent des troubles liés à la surexposition aux écrans, ou même s'ils ont juste besoin d'être aidés et soutenus. Exactement, oui. Alors, vous avez écrit un livre que j'ai personnellement dévoré, qui s'appelle « Les tout-petits face aux écrans, comment les protéger? L'épidémie silencieuse » aux éditions du Rocher. Alors, c'est votre combat. On peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Certaines personnes me disent, tu as une mission. Effectivement, depuis que j'ai découvert cette problématique en PMI en région parisienne, à partir de 2012, 2013, j'ai senti qu'il fallait effectivement l'intégrer dans nos façons de travailler en tant que médecin, mais tous les professionnels de la santé et de l'enfance et qui s'occupent des familles en général. Et puis, j'ai senti que c'était quelque chose de nouveau et qu'il fallait alerter. En tout cas, les gens autour de moi m'ont dit: «Mais il faut que tu alertes». Et comme vous le savez, j'ai lancé une vidéo YouTube en 2017 qui a, on peut le dire, complètement changé ma vie. Bah, vous étiez une vraie lanceuse d'alerte à ce moment-là. Vous avez quand même, on va dire, bouleversé à ce moment-là les consciences, parce qu'il y a plein de parents qui n'avaient pas forcément conscience des dangers et des dégâts liés aux écrans. Voilà, c'est quelque chose c'est un phénomène relativement nouveau finalement, ça fait une dizaine d'années. J'ai lancé ma vidéo en 2017, on va dire que ça fait 2012-2013 que ça commence. Ça prend de l'ampleur et encore plus maintenant, surtout après la crise de la Covid. Et oui, effectivement, voilà, il fallait absolument. Enfin, c'est pas possible de taire cette problématique qui touche des enfants, mais ça touche quasiment tous les enfants, donc toutes les familles. Et on va le dire, qui donne des troubles parfois graves qu'on peut éviter pour peu justement qu'on passe les informations en famille. Bien sûr. Donc finalement, ce combat, est-ce qu'il est entendu? Est-ce que les parents en ont conscience? Ben justement, j'ai été à la rencontre des parents et j'ai été voir quelles utilisations ils avaient des écrans en famille. Alors, j'ai un fils de 6 ans. 8 ans et 4 ans. 9 et 12 ans. Combien de temps? Une petite demi-heure, je dirais. Donc, entre le bain et le moment du coucher, il a le droit à regarder 3 épisodes de sa série préférée. Combien de fois par jour? Peut-être aller une fois par jour, principalement le soir, en fin de journée, après les devoirs. Minimum, ouais, 30 minutes, maximum 1 heure. Et en fait, il regarde des émissions qu'il choisit à la télé et puis éventuellement un peu sur le téléphone portable pour échanger des petits messages avec les amis. Pour la série qu'il regarde, c'est surtout la télé. Et puis sinon, en voiture, il a le droit de jouer à des petits jeux sur le téléphone de maman. J'ai des téléphones, principalement sur du YouTube Kids, histoire de bien filtrer les vidéos et s'assurer qu'elles ne tombent pas sur des contenus qui ne seraient pas adaptés pour elles. Ma fille n'a pas de téléphone portable, mon fils non plus. Et voilà, on a un ordinateur pour tout le monde, un télé pour tout le monde. Donc voilà, c'est clair, ils connaissent bien les règles. Oui, on sent qu'il demande toujours plus. Donc, encore un épisode, encore un jeu. Oui, après c'est un problème de génération. Les parents sont aussi beaucoup sur les écrans, entre les ordinateurs,
la télé, les tablettes, du coup c'est un peu difficile de restreindre les enfants. Ça demande de la rigueur. Donc on sait que voilà, il faut faire attention. On se dit c'est de la facilité aussi de donner le téléphone pour que ça se passe bien dans la voiture ou Pas du tout. Alors pas du tout. On peut passer des jours sans regarder télé, hein. Ça pose pas de problème. Problème, je sais pas, c'est peut-être de leur génération aussi, leur interdire, ça serait compliqué. Je pense qu'il faut pas forcément les restreindre. Ah ben ça, c'est une habitude, hein. Il n'y avait pas de télé avant 3 ans, il n'y avait pas d'écran avant 3 ans. Et après, on a introduit, on a commencé avec 15 minutes jusqu'à 4 ans, à peu près 4-5 ans. Et après, on a augmenté jusqu'à 30 minutes. Et puis, voilà, on est resté avec ces habitudes-là jusqu'à maintenant. moi, c'est dur à dire parce que c'est très entrecoupé. Enfin, regarde un peu parce que WhatsApp et tout ça, ça compte aussi, c'est ça? Ah, moi, c'est un peu mon métier, donc j'ai envie de dire presque toute la journée. Moi, c'est pas vraiment le téléphone, c'est surtout l'ordinateur pour le travail. Et c'est tout, même le week-end, le soir, je regarde même plus la télé, c'est fini. Après, j'essaie de passer du temps avec les filles. Par jour, bah 1 heure à peu près, 1 heure et demie. À part pour le travail, hein. Mais oui. Je sais pas, au total, ça doit bien faire 1 heure et demie par jour. Ouais, je viens de la Suède. Moi, ça fait, j'habite en France depuis 2006. Donc, on a vraiment eu des cours précis sur comment ça impacte les apprentissages ou d'ailleurs le non-apprentissage quand on passe son temps devant les écrans et que les enfants sont faits pour bouger, pour interagir, pour être en activité. Et c'est comme ça que les cerveaux se développent et préparent les apprentissages, notamment après à l'école. Voilà. Alors, elle dit qu'elle a eu des cours, enfin des informations sur l'impact des écrans sur le cerveau, comment se développe le cerveau de l'enfant. Et d'ailleurs, c'est celle qui restreint le plus les Bien sûr. écrans. C'est impressionnant parce que la moyenne des parents français n'ont pas du tout accès. Alors on commence, moi j'ai fait des vidéos, des livres, des reportages, et on est quelques-uns. Mais effectivement, on a l'impression qu'on découvre comment se développe un enfant, pour ceux qui ne sont pas professionnels, et l'impact des écrans donc sur le développement de l'enfant. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, elle dit des choses aussi très intéressantes, puisqu'elle dit, mais avant on n'en avait pas, et en fait on peut leur donner le goût d'autre chose, et s'ils n'en ont pas, ils n'en ont pas besoin. On a créé un Bien besoin sûr. aux enfants, ben, comme nous, on nous a créé un besoin, nous aussi, on consomme beaucoup. Donc elle restreint beaucoup, et elle-même, elle a peu d'écran, alors qu'on voit que le papa, c'est un peu plus lâche. Il faut vivre avec, c'est aussi beaucoup ce qu'on entend, il faut vivre Bien avec. Mais sûr. ça, c'est un message qui peut être dangereux, il faut faire attention. On ne dit pas qu'il ne faut pas d'écran à partir d'un certain âge, mais des messages trop modérés, trop de toute façon c'est là, ça va être compliqué parce qu'en fait il faut vraiment beaucoup de volonté de la part des parents, beaucoup de temps, beaucoup de détermination. Ah, on voit que c'est dur, hein? Voilà, et on voit que c'est dur. Il y a plein de choses dites avec juste vos 3 parents là, et c'est très intéressant. Et ce que dit le papa aussi, il les met sur YouTube Kids, comme ça il est tranquille, elles sont protégées des contenus dangereux, mais absolument pas du tout. On va le dire Ah, peut-être tout à voilà, l'heure. on va en Voilà. parler effectivement. Alors, vous avez écrit justement ce livre en pleine période de Covid-19. Pourquoi avoir choisi ce titre, L'épidémie silencieuse? Les mots ont un sens, j'imagine que ça avait effectivement un rapport. Alors l'épidémie, parce que les chiffres sont épidémiques, c'est-à-dire que là, il y a un récent sondage qui nous dit que 80%, 90% des moins de 3 ans sont régulièrement sur les écrans. Les 11-14 ans, c'est le dernier sondage Ipsos, c'est 8h23 par jour. On a un chiffre de l'ASNAV qui s'occupe des yeux, Association nationale pour la vue, c'est les 16-24 ans, c'est 10 heures par jour. Les parents, c'est un vieux chiffre, mais en 2017, c'était 5 heures par jour en dehors du temps de travail. Voilà, et puis on a une explosion finalement des troubles qu'on relie aux écrans de plus en plus, et les enseignants qui sont très nombreux à s'occuper des enfants, enfin c'est eux qui ont la plus haute, tous les enfants sont à l'école face à des enseignants, vraiment font remonter là vraiment de plus en plus de difficultés. Donc ça c'est pour l'épidémie, et puis silencieuse, parce que finalement c'est pas un phénomène, il n'y a pas une intoxication tout d'un coup de 1 million d'enfants. Bien sûr. Ça s'est fait petit à petit depuis l'apparition du smartphone 2007 et l'apparition de la tablette 2010. Et puis petit à petit, avec les réseaux sociaux qui augmentent, il y avait un seul réseau social qui était Facebook. Maintenant, je ne sais pas, il y a au moins 20 réseaux sociaux. Et Donc, puis les plus jeunes, ils vont, enfin, les enfants de plus en plus vont aussi sur les de réseaux. plus en plus, parce de que plus en plus Facebook, c'est tôt. complètement has-been, hein. Vous demandez à mes Exactement. enfants. Exactement, c'est le réseau social des vieux. Et silencieux, finalement,
Il faut toujours un temps, je pense que quand on découvre, certains professionnels découvrent un problème de santé publique, et puis pour que ce soit connu de tous. Je pense à d'autres choses. Mais donc c'est encore silencieux, ça ne fait pas encore assez de bruit, ça commence, on le disait tout à l'heure. J'espère que ça va faire beaucoup de bruit parce que vraiment c'est un phénomène de santé publique majeur, complètement évitable, et on va en parler en partie Tout à fait. réversible. Bah, d'ailleurs, vous écrivez page 18. Alors, vous écrivez, depuis quelques années, donc, que les enseignants de maternelle désemparés, mais aussi les personnels de crèche et de halte garderie, m'adressent de plus en plus de tout petits présentant un ou plusieurs troubles de gravité variés. Ils se succèdent dans mon cabinet 7 fois plus qu'à mon arrivée à la PMI il y a 15 ans. C'est énorme. C'est énorme. Pour les enfants qui sont nés en 2019, qui ont été frappés plein fouet par les confinements, Ah oui. ils avaient quelques mois. J'ai eu beaucoup d'appels après, et c'est ceux qui sont rentrés à l'école là en septembre, en petite section. Et on a vraiment encore plus une augmentation des demandes des écoles et des plaintes, entre guillemets, des écoles, enfin des appels à l'aide. Dans certaines classes, on nous dit qu'il y a un tiers de la classe qui ne parle pas. Des enfants agités, qui ne se concentrent pas, qui ont du mal dans leur relation avec les autres. Voilà. Donc on voit vraiment que c'est un phénomène en augmentation, mais la crise de la Covid nous a aussi mis de plus en plus sur les écrans, parents et enfants. Et on va le voir tout à l'heure, il n'y a pas que l'écran des parents qui compte, il y a pas que l'écran des enfants qui compte, pardon. Il y a Oui, aussi l'écran des parents. bien sûr. Voilà. Bah alors, à partir de quel moment on peut considérer qu'un enfant est surexposé aux écrans? Alors c'est une question un petit peu complexe parce que on a une susceptibilité individuelle aux écrans, c'est évident. Un enfant aura la même dose d'écran qu'un autre et peut-être sera plus accro ou moins. Et puis pour le développement de l'enfant et le comportement, on en parlait tout à l'heure, ça dépend de l'écran, ça dépend du reste. L'écran, ça dépend du moment, on va le voir peut-être tout à l'heure, du début de l'exposition. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais les études, on est actuellement à plus de 6200 études internationales qui montrent une association très nette entre surexposition des enfants aux écrans et troubles, dont on va parler tout à l'heure. Bien sûr. Mais les études montrent que dès 15 minutes par jour, pour un petit de moins de 6 ans, il peut y avoir déjà un retard de langage. Alors, il y a des troubles dont on va parler tout à l'heure, ce n'est pas 15 minutes d'écran par jour. Mais dès 15 minutes d'écran par jour, il peut y avoir un petit retard de langage, une petite difficulté à se concentrer, par exemple. Et pour les plus grands, plus de 6 heures, les études montrent que c'est à partir de 30 minutes, 1 heure par jour, qu'il peut y avoir des troubles. Donc je dis aux parents, si votre enfant a des troubles, si l'enfant va bien, on ne se pose pas trop de questions en fait. Si l'enfant a des troubles, il faut en 2022 absolument pouvoir les rattacher éventuellement aux écrans. Ça peut être dû à autre chose. Des enfants qui ont des retards de langage ou qui ont du mal à se concentrer, il y en a toujours eu. Et il y a d'autres causes que les écrans. Mais aujourd'hui, la part des écrans est très importante dans l'étiologie, dans la cause des troubles. Donc vraiment, le réflexe des parents et des professionnels, parce que ce n'est pas encore un réflexe, c'est un phénomène finalement assez récent, c'est vraiment, mon enfant a des problèmes, est-ce que ça peut être les écrans? Ça peut être autre chose, mais on rajoute cette question. Au moins, Et donc, se poser la question. voilà, donc à partir de 15 minutes par jour, mais honnêtement, moi les enfants que je vois ont quand même plus, 15 minutes par jour et 1 heure pour les plus grands. Et je dirais qu'en fonction des contenus qu'ils voient, si c'est des contenus très dangereux, il n'y a pas de temps. Si l'enfant tombe sur quelque chose C'est de traumatisant. hyper traumatisant, violence, porno, cyberharcèlement, Évidemment. Oui, on va il n'y a en pas parler, besoin de temps. Mais si le contenu est adapté, c'est ces chiffres-là à peu près. D'accord. Alors, pour les parents qui se posent la question, est-ce que mon enfant est surexposé? Quels sont on va dire, les troubles, les signes cliniques qu'on peut observer quand un enfant est surexposé? Alors, on va parler des petits peut-être d'abord. Oui, tout à Alors, fait. l'enfant devient accro, c'est-à-dire que quand vous voulez lui supprimer, on sent qu'il y a un mal-être tellement intense qu'il se tape la tête contre les murs, c'est Donc, des possible. véritables crises de Une véritable nerfs. crise de sevrage qu'ils ne font pas tous, mais ça arrive, c'est un signe. On a dit tout à l'heure retard de langage, Oui, retard de motricité fine, ce qu'on fait avec les mains, d'accord. global, tout son corps. Des retards intellectuels, puisque le cerveau, la maman le disait, pour se développer, a besoin de bien d'autres choses que des écrans. Donc il est privé de ses besoins essentiels. On a des enfants qui ont du mal à gérer leurs émotions et notamment la frustration. Et ça se voit très bien à l'école où il y a forcément un apprentissage des règles. Et ces enfants, ils ne peuvent pas supporter le non, la contrainte, qu'on leur dise que tu fais ça à tel moment. Et à ce moment-là, ils se roulent par terre, ils hurlent, ils crient, ils envoient des chaises à travers l'enseignante. Donc on voit que tous ces signes. Chez les petits, il faut le rajouter, les troubles alimentaires, les troubles de l'oralité. Alors, ça fait 20 ans que je suis médecin de PMI. Et là, depuis quelques années, je n'ai jamais vu autant passer de propositions de formation sur des troubles de l'oralité.
On n'en parlait pas avant. C'est tous ces enfants qui ont du mal à manger diversifié. Donc, ils veulent manger que du croustillant, ou que du liquide, ou que du sucré, ou que d'une seule couleur. Par exemple, ils veulent manger que du blanc. Et bien sûr, il y a des troubles de l'oralité qui peuvent être dus à autre chose, mais beaucoup de parents qui viennent me voir avec des petits me disent, quand il était devant les écrans, surtout quand il mangeait devant les écrans, il avait des difficultés alimentaires et depuis qu'il a plus d'écran, ça va beaucoup mieux. L'enfant ne peut pas découvrir toutes les nouvelles textures. Un enfant, ça boit du lait, puis après, c'est si le cerveau n'est pas connecté à son corps et aux sensations. Et quand le cerveau, l'enfant est devant l'écran, son cerveau est connecté à l'écran et il ne ressent plus toutes les sensations qu'il a au niveau de son corps. C'est pour ça que dans les services de pédiatrie, quand il y a un geste douloureux à faire pour un enfant, on lui met un dessin animé, il n'y a Bien pas besoin sûr. d'anesthésie. C'est très bien pour ce Chez le geste dentiste, douloureux. c'est formidable. Voilà, et puis c'est ponctuel et c'est très bien. Par contre, tous les jours, au moment du repas à la maison, on voit les problèmes que ça pose puisque l'enfant il doit être connecté à son corps. Alors, comment se développe justement le cerveau du petit enfant? Et vous écrivez en préface, quand un écran s'allume, un enfant s'éteint. C'est une formule qui est quand même extrêmement forte. Concrètement, comment les écrans endommagent le cerveau? Alors, vraiment pour les petits, j'ai pas peur de le dire, c'est toxique pour un cerveau de petit. Parce que le petit, il a besoin de 2 grands besoins essentiels. C'est d'interaction humaine et fréquente, notamment avec ses parents, dont il crée dès la naissance le lien d'attachement, et l'exploration du monde, la découverte du monde Bien sûr. réel en 3 dimensions avec tous ses sens et tout son corps, qu'il peut faire d'ailleurs si la première condition est remplie. C'est-à-dire que il a un attachement sécure avec ses parents, il va forcément se sentir à l'aise pour aller découvrir. Bien sûr. Et c'est toutes ces découvertes qui passent par ses sens, c'est chaud, c'est froid, c'est lourd, ça brûle, c'est rond, etc., qui envoient des informations au cerveau et qui déclenchent la formation, on le sait maintenant, de 1 million nouvelles connexions cérébrales par seconde dans le cerveau de l'enfant les premières années. Donc les écrans sont toxiques pour les petits parce qu'ils le privent de sa nourriture cognitive. Et puis là, c'est une hypothèse qu'on a, mais qui se renforce au fur et à mesure que je travaille là-dessus avec plusieurs personnes. C'est pas neutre les écrans, c'est pas juste priver l'enfant de ses besoins essentiels, c'est pas juste du temps volé, comme dit Sabine Duflot. L'enfant est bombardé de flashs lumineux et sonores des écrans. C'est inadapté aux besoins de l'enfant et ça créerait, je le dis exprès au conditionnel, des mauvaises connexions cérébrales dans le cerveau qui remplaceraient les bonnes. Ok. Et ce qui pourrait expliquer que certains enfants, d'ailleurs, développent des stéréotypies, des gestes qu'ils ne devraient pas avoir répétés. Oui, c'est ce que, par exemple, le flapping, c'est ce Voilà, dont le vous flapping. parliez. Moi, j'ai des enfants surexposés aux écrans, donc massivement, plusieurs heures par jour, depuis tout petit, pendant plusieurs mois ou plusieurs années, qui ont des flappings. Donc Quand le les- flapping, donc on va expliquer ce que c'est. Alors, le flapping, c'est C'est ça. le fait, voilà, Voilà. c'est ça, hein. Ils font du spinning, par exemple, ils tournent sur eux-mêmes, ou ils agitent leurs mains comme ça. Ça, c'est des stéréotypies. Et quand les parents arrêtent les écrans, la stéréotypie s'arrête. Ou bien, la stéréotypie augmente au moment où ils arrêtent les écrans et s'arrête après. Et pourquoi elle augmente après les écrans? Donc, c'est que des hypothèses cliniques, il n'y a pas eu d'études sur les stéréotypies et les écrans. L'enfant devant l'écran est surstimulé, son cerveau est surexcité, Oui. même s'il ne bouge pas. C'est pour ça qu'on pense qu'il se concentre. En fait, il est happé par l'écran qui bouge. On dira tout à l'heure l'attention réflexe. Hein, donc, il est surstimulé, surexcité. Et quand l'écran s'arrête, ben, l'enfant, il est surexcité. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il reproduit cette surexcitation. Enfin, c'est une hypothèse. Flapping, spinning, ces enfants qui bougent tout le temps, qui sont incapables de se poser et de rester tranquilles. Donc ça veut dire, on entend beaucoup actuellement des enfants hyperactifs. Peut-être qu'il y aurait une hypothèse sur le fait que ce soit des enfants trop surexposés? Alors, c'est plus qu'une hypothèse, puisque dans les 6200 études internationales, il y en a qui montrent clairement un lien entre surexposition aux écrans d'un enfant et développement des troubles de l'attention. Donc, qui dit trouble de l'attention, dit il ne peut pas rester en place, Bien il ne sûr. peut pas se concentrer, il bouge, il doit se lever, etc. Donc, il y a un bon nombre, ça on en est sûr, et les enseignants valident un peu notre hypothèse clinique au départ. Hein. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont du mal à se poser, à se concentrer, et ils lient clairement ça à la dose d'écran à la maison. Mais alors ça veut dire aussi qu'il y a certainement des erreurs de diagnostic, parce qu'il y a par exemple des enfants qu'on a diagnostiqués autistes ou des enfants qu'on a diagnostiqués voilà, TDAH ou des choses comme ça, qui finalement sont juste surexposés aux écrans et il suffirait d'éteindre les écrans pour qu'au bout de quelques temps, si je comprends bien, ils redeviennent, entre guillemets, maîtres de leur attention et qu'il n'ait plus ce genre de troubles. Alors, il y a des erreurs de diagnostic, c'est sûr.
parce que les médecins, dans leur logiciel de médecin, et moi c'était pareil avant, hein, quand il y a un ensemble de signes Bien cliniques, sûr. le diagnostic du TDAH et le diagnostic du trouble du spectre autistique, c'est des diagnostics cliniques, c'est un ensemble de symptômes. Si l'enfant présente l'ensemble de ces symptômes, alors il y a des tests qu'on passe et en fonction du nombre, il va être diagnostiqué autiste ou TDAH. Donc il y a forcément des erreurs de diagnostic si dans le logiciel des médecins, ils n'ont pas intégré comme diagnostic différentiel. Ce qu'on appelle diagnostic différentiel, c'est faire attention que ce ne soit pas autre chose, la question des écrans. Bah, surtout si c'est les mêmes symptômes. C'est exactement les mêmes Donc c'est symptômes. compliqué pour les médecins. Pour un TDAH, c'est un enfant qui a du mal à se concentrer, qui est impulsif, qui a Qui du fait mal à des se poser, colères, voilà, bah qui a du oui. mal à maîtriser ses émotions, exactement ce sûr. qu'on voit dans l'écran, et les études l'ont montré, et on le voit nous tous les jours, et on est de plus en plus nombreux à le voir. Et pour le trouble du spectre autistique, c'est effectivement une dyade de symptômes, c'est des troubles de l'interaction et de la communication, et des stéréotypies, et ou des intérêts restreints. L'enfant, il veut qu'une seule chose. Or, l'enfant accro aux écrans, il veut que des écrans. Il a ses stéréotypies. Et un enfant qui est beaucoup devant l'écran et qui n'a pas pu créer dès 6 mois la relation d'attachement avec ses parents. Avec des parents, moi j'en fais partie aussi, on est de plus en plus sur les écrans. Il y a un déficit d'interaction et de communication et ça fait partie d'un des troubles principaux qui définit le trouble du spectre autistique. Donc il y a des erreurs de diagnostic. Or, ce n'est pas du tout la même chose, il faut faire attention. Surtout ne pas dire que les écrans rendent autistes ou que l'autisme Non. est dû aux écrans, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce n'est pas le même mécanisme dans le cerveau, il ne se passe pas la même chose, ce n'est pas la même cause. Et surtout, ça ne va pas être la même prise en charge. Mais il faut le dire, il faut le répéter. Il n'y a aucun danger à arrêter les écrans. On fait quand même les démarches pour faire un bilan d'autisme et sans attendre. Là, les Surtout parents que peuvent c'est faire tout long, de suite. le bilan. C'est très long, ça peut mettre 1 an, 2 ans. Donc c'est très important que les parents, en plus, ils ne se sentent pas impuissants parce qu'ils peuvent tout de suite faire quelque chose. Et puis quand un parent vient me voir avec des troubles de la communication massive et des stéréotypies, je ne leur dis pas que c'est les écrans, je leur dis ça peut être un trouble du spectre autistique, ça peut être les Tenter. écrans. Je ne peux pas vous dire tout de suite, il faut tenter l'arrêt, Ouais. au moins 3 mois. Et déjà, au bout de 3 mois, si c'était les écrans, il y a des progrès très, très importants. Alors justement, vous avez écrit, page 23, les écrans font véritablement écran entre l'enfant et le monde, entre l'enfant et ses parents. Expliquez-moi un petit peu. Vous Alors ça, parliez c'est très important. Et on parlait que souvent dans les études, et pour les parents, ce qui compte, c'est que les écrans des enfants. Les écrans des parents sont très importants. Pas pareil pour un adolescent et pour un petit. Mais le petit, il a besoin de créer cette relation d'attachement. C'est cette relation à l'autre avec ses parents qui lui permet de se relier à lui, au monde, aux autres, de développer la communication d'abord par le regard, par les émotions, par la posture, puis par le langage. Et il y a une nouvelle notion qui a été décrite en 2014 par un psychologue américain, Brandon McDaniel, qu'on appelle la technoférence. C'est l'interférence des outils numériques dans la relation humaine. D'abord décrite par Brandon McDaniel dans le couple, et maintenant par la pédiatre Jenny Radisky, la relation entre parents et enfants qui serait impactée par ces écrans. C'est logique, les parents, on l'a dit, passent 5 heures par jour en moyenne devant les écrans. En dehors d'un temps de travail, c'est du temps en moins d'interaction avec l'enfant. Reposez-moi votre question par rapport à c'était l'écran. L'écran fait écran. Voilà. L'écran fait écran. Voilà. En Entre fait, les on a parents et l'impression les qu'on enfants. est avec nos enfants, on est On est physiquement avec nos présent, enfants. mais en L'écran, fait, on il n'est fait pas que là. quelques centimètres carrés. Mais en fait, c'est comme s'il y avait un écran qui faisait là 1 mètre devant moi et on est complètement coupé des autres, de ce qui se passe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne mesure pas le temps qui passe quand on est devant un écran. On Bien ne se rend sûr. pas compte de ce qui se passe. On est immergé dans l'écran, on est coupé des autres, même de son enfant. Et vous savez, l'enfant, avant de parler, il communique par le regard. Il a sans arrêt besoin de vérifier que son parent le regarde, l'encourage, qu'il porte attention à lui. Cette attention d'un parent à l'enfant, elle est capitale. C'est sa nourriture affective Oui, et donc- intellectuelle et cognitive. Et donc, tous ces moments où le parent a l'écran, c'est des moments de moins d'interaction, même s'ils ne sont pas en interaction directe. L'enfant qui est dans la pièce et qui joue, par Ah bah, moment, il le il jette sent un coup. directement. Il le sent, voilà. Je veux dire, moi-même, je suis beaucoup sur les écrans. Des fois, mon enfant me parle. Oui, oui, bien sûr, oui. Je ne sais même pas ce qu'il m'a posé comme question. Parce que je suis happée en train de faire autre chose. Je lis un mail. Et en fait, je ne suis pas concentrée, je ne suis pas présente à ce moment-là, en fait. Et j'en ai pleinement conscience. C'est aussi pour ça que c'est important aussi pour nous, en tant que parents, à certains moments quand même, de couper et d'être vraiment présent pour du temps de qualité. On va en parler. hein. Alors, très important. Mais c'est, voilà. moi, j'ai une petite règle. Le repas, on met tous les téléphones, voilà, ils sont en dehors de notre salle à manger. Enfin, il y a des moments où vraiment les écrans n'ont pas leur place et c'est hyper important qu'on leur laisse une juste place qu'ils ont, mais en tout cas que ça ne prenne pas toute la place, quoi. C'est surtout ça. Exactement.
Et c'est très difficile pour les enfants et pour les parents, déjà pour leurs propres écrans. Et il faut des règles. Alors on n'instaure pas des règles pour les jeux de société, jouer à la poupée, construire un garage, jouer avec ses petits animaux. Donc on voit bien que ce n'est pas une activité comme les autres, contrairement à ce que certains voudraient bien nous Alors, faire croire. comment on fait pour instaurer des règles? Alors, on va parler. Alors, déjà, ce qui est important de dire, parce que vous l'avez dit, c'est la première source de conflit dans la famille, c'est extrêmement compliqué. Il faut dire aux enfants que ce n'est pas de sa faute s'il est beaucoup sur les écrans et qu'il ne peut pas s'autoréguler tout seul. Le cerveau humain, il est mature à 25 ans. Donc, nos capacités d'autorégulation sont matures à 25 ans. On voit, nous, qui avons plus de 25 ans, comme on a du mal à s'autoréguler sur les écrans. C'est très Il ne faut dur. pas demander à votre enfant. Donc, vous lui dites, je le fais pour toi. C'est important que tu peux passer du temps sur les écrans après un certain âge, mais tu as aussi besoin de faire autre chose. Sortir, passer du temps avec tes amis, avec nous, faire du sport, etc. Donc, je vais t'aider. Et moi, je pense qu'il faut faire un planning écran. C'est ce que je fais dans mes consultations pour les plus de 6 ans. On fait un planning écran, donc tu as le droit à 2 heures le samedi matin, On ou le tu fait choisis ensemble? le samedi. Moi, je pense qu'on peut le faire C'est ce que ensemble. moi j'ai fait ça avec mes enfants. On a travaillé ensemble sur leur temps d'écran. Ils voulaient telle appli, telle appli, telle appli. On a du coup fait un programme ensemble. C'était de la négo, hein, clairement, parce qu'ils en veulent toujours plus, évidemment. Mais non, mais si je peux pas regarder ça, et puis comment je fais pour parler avec mes copains pour WhatsApp? Le matin, je dois les retrouver, j'aurai déjà plus de temps d'écran. C'est vraiment un challenge, hein. Nous, en tant que parents, on la joue serrée, quoi. C'est un challenge, les parents me disent c'est très chronophage, c'est un combat de tous les jours parce que, on va le voir, il faut mettre des règles, mais ils essayent sans arrêt de transgresser la règle et d'avoir toujours plus, puisqu'on va le dire tout à l'heure, c'est addictif, c'est comme une drogue. C'est pour ça qu'il faut mettre des règles. Surtout, encore plus pour les ados qui maîtrisent clairement plus que nous tous ces outils-là et qui, du coup, arrivent à vraiment déjouer, entre guillemets, même les temps d'écran. Alors, Enfin, il y a plein on de va en choses parler quand après. même, hein. On va en parler après. Donc, il faut mettre des règles. Vous les faites avec lui. Les études le montrent d'ailleurs. Hein, c'est 2 heures par jour. Alors, c'est 1 heure par jour, mais moi, je propose plutôt 2 heures le mercredi, le samedi, le dimanche. Et les jours d'école, pas d'écran. Pour un enfant qui n'est pas surexposé. Parce que quand je reçois un gamin de 14 ans surexposé 15 heures par jour, je ne lui demande pas 1 heure par jour. C'est pas possible. Je lui demande déjà des plages horaires sans écran que je fais avec lui. Quand est-ce que tu les veux, etc. Donc, il faut des règles. Il faut lui expliquer pourquoi. Il faut mettre un contrôle parental que votre enfant va évidemment essayer de déjouer et qui va déjouer très facilement. Il se passe des trucs entre eux sur les Mon fils réseaux m'a sociaux. dit hier, j'ai essayé de mettre tous les jours en mercredi pour du coup avoir le temps d'écran. Il m'a dit, mais ça marche pas. Exactement, il change les fuseaux horaires et il se passe des trucs astuces. Donc, il faut mettre un contrôle parental. Alors, vous avez, et peut-être je pourrais la mettre sur votre site, je ne sais pas comment ça se passe. Bien sûr. Il existe une charte du smartphone. Parce que le téléphone, c'est quand même l'écran le plus dur à gérer dès qu'on en achète un à nos enfants. Donc la charte du smartphone, c'est il faut que tu acceptes le contrôle parental. Tu ne charges pas de nouvelles applications sans demander à tes parents. Il y a d'autres règles, mais ça en fait partie. Et si tu déjoues les règles, et notamment le contrôle parental, tu es privé par exemple de téléphone ou de smartphone pendant une durée que les parents auront fixée. Sans les règles, c'est impossible. Ils ont un pouvoir tellement puissant sur notre cerveau, encore plus un adolescent, qu'il faut absolument mettre des règles. Et donc un planning, des règles, le contrôle parental. Et s'il déjoue les règles ou le contrôle parental, il y a une sanction derrière, c'est obligatoire. C'est obligatoire. J'ai des parents qui ont mis un contrôle parental, qui m'ont dit, écoutez, je l'ai mis 3 fois elle est déjouée, ben, je laisse tomber. Et comme je les comprends, vraiment. Alors justement, chez les ados, il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes, cyberharcèlement, pornographie, addiction, enfin il y a beaucoup de dangers. Je voudrais qu'on en parle un petit peu. Alors chez les ados, même chez les enfants, maintenant mes conférences, je fais plus 0-6 ans, 6, 11, 11, 18, je fais 0-6 ans et 6, 18 ans. Parce que les enfants ont un smartphone de plus en plus tôt, sont soumis malheureusement à des contenus dangereux, traumatisants de plus en plus tôt. Vous savez que les réseaux sociaux sont déconseillés aux moins de 13 ans. Bien sûr. Et il y a un sondage qui est sorti, je crois, il y a un mois. Le pourcentage d'enfants de 11-12 l'ai ans vu sur les aussi. réseaux sociaux, C'est alarmant, hein. c'est 87%. Alarmant Quatre. je crois des 9-11 ans. Enfin, C'était 11-12 ans. ouais, Les 11-12 c'était ans les sont 87% à être sur les réseaux sociaux, alors que c'est déconseillé moins de 13 ans. Mais à part Facebook, bon, ces réseaux sociaux sont nouveaux, les parents n'ont pas conscience du danger, ils veulent faire plaisir à l'enfant, ne pas le couper de ses copains, tout le monde est sur les réseaux sociaux et offre le smartphone en 6e et maintenant plutôt CM1. Et donc, chez les plus grands, le problème, c'est le temps d'écran. Si le contenu est adapté, quand le contenu est dangereux, il n'y a pas de temps d'écran. Si vous tombez, on le disait tout à l'heure, sur un contenu zéro. dangereux. Donc le risque, j'ai envie de dire presque plus le contenu que le temps, c'est la pornographie, âge de premier visionnage 9 ans,
On dit qu'à 14 ans, tous les enfants... Mais comment ils ont accès? Puisque normalement, il y a un contrôle parental de contenu interdit aux moins de 18 ans. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, donc a priori, ils n'ont pas accès. Alors, si le parent a mis un contrôle parental, il n'y a que 15% des parents qui mettent un contrôle parental. Le contrôle parental ensuite est déjoué. En plus, il peut se le voir sur les smartphones des copains, etc. Et les contenus porno sont de plus en plus violents, trash, avec des scènes dégradantes, violentes envers les femmes. Ça pose vraiment un problème pour les futurs humains qui vont devenir. Vraiment, c'est un problème de société, au-delà d'un problème d'enfance et de santé. C'est un problème de société, un problème de santé vraiment très important. Vous avez tout le cyberharcèlement, on sait combien c'est important, mais... Et ça va à une vitesse, c'est absolument incroyable. C'est de plus en plus important. Et on va le dire tout à l'heure sur ce qu'il faut faire, mais vous pouvez faire toutes les règles et toutes les préventions possibles dans les écoles. On va voir tout à l'heure la seule façon de protéger vos enfants, je vous dirai ce que c'est. Le cyberharcèlement, c'est 24% des élèves aujourd'hui, mais en fait tout le monde est concerné, parce qu'il y a celui qui harcèle, celui qui est harcelé, et il y a tous les autres qui regardent, les vues. Ah ben tout le monde est dans la chaîne, ils sont tous sur les groupes, etc. Et on a quand même 20 enfants et préadolescents et adolescents qui se sont suicidés en 2021 suite au cyberharcèlement. C'est vraiment un phénomène majeur. Et dans la liste des dangers, pour que les parents comprennent bien pourquoi on fait cette prévention, vous avez tous les challenges mortifères, comme le challenge du foulard. Le foulard, et il y a eu ce petit Charlie qui est mort au mois de juillet en Angleterre. Enfin, les parents ont perdu contre la justice. Les médecins demandaient à débrancher cet enfant de 12 ans en état de mort cérébrale, et les parents se sont battus contre le débranchage, et malheureusement ils ont perdu, et cet enfant a joué au jeu du foulard. Il y a un autre jeu de s'allumer une allumette. Enfin, alors voilà, il y a un challenge sur TikTok, vous vous imprégnez de liquide inflammable, vous allumez une allumette et vous brûlez, et après vous vous jetez dans une piscine où vous êtes arrosé, et vous savez, l'adolescence, c'est l'âge des défis. C'est l'âge des interdits, c'est l'âge où on ne dit pas à ses parents. Et le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ils ont des défis malheureusement morbides, puisque ça même le défi labello. Voilà, il y a plein de défis effectivement, mais c'est bizarre finalement cette tendance actuelle sur justement TikTok, sur ces challenges. On pourrait faire des challenges qui sont au contraire hyper positifs, qui emmènerait l'enfant vers quelque chose où il va être encore mieux. Il y a peut-être des défis sympas. Mais ce n'est pas ce dont on entend parler en tout cas. Voilà, et il y a des enfants qui font des usages des réseaux sociaux, et il n'y a pas de problème. Tous les enfants ne sont pas impactés, mais on en a de plus en plus qui débarquent dans les services de pédopsie en urgence. Et les pédopsychiatres sonnent tous l'alerte pour l'augmentation du mal-être. Qu'on met tous sur le dos de la Covid. Mais ça existait déjà avant. Ça existait avant. Ça a notamment, donc, il y a un doublement des tentatives de suicide chez les moins de 15 ans avant la Covid. Et ce qui s'est passé à la Covid, c'est qu'ils ont massivement été sur les écrans et les réseaux sociaux parce qu'ils ne pouvaient pas voir leurs copains, parce qu'il fallait qu'ils soient branchés et connectés avec l'école. Et Manuel Bouvard, qui est le chef de service... Et puis parce que les parents bossaient. Mais tout à fait. Non, mais on n'avait pas vraiment le choix. Il y avait un moment... Il y a quelque chose qu'il faut retenir. Les parents, ce n'est pas de votre faute. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir du début jusqu'à la fin. Parce que certains disent, c'est pas les écrans qui sont fautifs, ça dépend de l'usage. Et ils mettent la faute sur l'usage des parents. Mais on nous équipe massivement d'écrans pour l'école et pour autres. Il y a plein de publicités partout. Bien sûr. C'est hyper dur à gérer parce que c'est comme une drogue. Et après, on dit, les parents, c'est de votre faute. Absolument pas. Et donc, pour les grands, vraiment, les contenus. Et je dirais, dès tout petit, parce que il y a un jeu violent et à caractère pornographique qui est GTA, qui est déconseillé aux moins de 18 ans. Je peux vous dire que quand je fais des interventions dans les CM1, CM2, plus de la moitié jouent à GTA. Et en conférence, j'ai des enseignants qui me disent on a des enfants de 3 ans qui jouent. Donc, j'ai envie de dire qu'ils sont tous exposés à des contenus dangereux, surtout quand on commence le téléphone. Et donc, voilà, le papa disait je les mets sur YouTube Kids, mais dès qu'ils sont sur Internet, Internet propose après. Vous commencez par un petit dessin animé et YouTube peut proposer tout à fait quelque chose de dangereux après. Il faut vraiment être tout le temps avec vos enfants quand ils sont sur Internet. Bon, après, tout n'est pas non plus acheté sur les écrans. Par exemple, il y a plein d'applications éducatives qui se créent pour, je pense aux langues, l'apprentissage des langues. Même mes enfants ont appris à dessiner avec des tutos, à faire du montage vidéo, à faire de la composition musicale. Il y a quand même des contenus qui peuvent être intéressants et avec lesquels on peut s'amuser. Alors évidemment, il y a plein d'utilisation intelligente de l'écran, surtout pour les plus de 6 ans. Un enfant de 0 à 6 ans, il n'a rien à gagner.
Il peut faire, on l'a vu, un quart d'heure d'écran et de regarder Choupi, mais bon, il va toujours, c'est toujours 1 minute de perdu dans la vraie vie où vraiment le petit il a besoin d'être dans le réel, hein. Et pour un plus grand, mais évidemment, apprendre les langues, il peut regarder des conférences, Oui. etc. Mais c'est beaucoup ce qu'on me dit d'ailleurs. Mais il faut savoir que Common Sense Media, c'est une structure aux États-Unis qui travaille beaucoup sur les écrans. Est-ce que vous connaissez la proportion de ce que font nos enfants d'éducatif ou de ce que vous citez sur les écrans et la proportion de ce qu'ils font de distractif, c'est-à-dire les réseaux sociaux, regarder des vidéos, jouer à des jeux vidéo. Est-ce que vous connaissez la proportion? Alors, j'essaye de voir par rapport à mes enfants, je dirais 20%. C'est 95,5. C'est-à-dire que 95% de ce que font nos enfants sur les écrans sont du distractif et 5% seulement d'éducatif. Ouais, moi, c'est plus chez moi. Alors, évidemment, c'est une Ça moyenne. dépend Et puis, des ça dépend. enfants Et puis vous êtes, comment dire, alerté sur le phénomène, donc sûr. vous avez fait attention. Il y en a qui n'ont pas, il n'y a pas beaucoup de messages. On n'entend pas tous les jours, comme les 5 fruits et 5 légumes, ou comme il faut baisser notre radiateur à 19 degrés, marteler que les écrans sont dangereux. Donc il y a des parents qui ont entendu, qui ont été sensibles, qui ont mis en place les règles à la maison. Certains essayent, mais c'est difficile, on va le dire peut-être tout à l'heure. Donc si vous laissez vos enfants, c'est 95,5, 95%, 5%, spontanément, en moyenne, évidemment. Donc oui, il y a des utilisations intelligentes C'est au-delà à de nous, 5-6 ans, d'ailleurs, évidemment. parents, de les emmener vers ça, hein, donc, Voilà, il vaut mieux qu'il fasse de l'écran avec vous, regarder un film adapté à son âge, Bien sûr. sympathique le samedi soir avec un plateau repas, jouer avec son cousin sur un jeu adapté à son âge, faire ce que vous dites du montage, parfait. Mais malheureusement, j'alerte, Mais même ça, c'est addictif, hein, même ça, c'est addictif. parce qu'ils veulent le finir, leur montage. Ils le commencent, ils veulent le finir, donc ça prend du temps. Alors, il y a eu beaucoup de questions de parents sur le sujet. C'est vraiment un sujet qui préoccupe énormément les parents, puisque ça touche en plus tous les âges. Donc, je vous propose de les découvrir ensemble. Alors, ma fille est entrée en 6e. La plupart de ses camarades ont un smartphone, mais pour le moment, nous avons résisté. Elle nous le reproche et nous avons peur que cela la désociabilise. Est-ce que nous devons franchir le pas et sous quelles conditions? Alors, c'est une question que se posent tous les parents. À quel âge acheter le premier smartphone? Et puis tous les autres en ont un, etc. Et c'est d'ailleurs ce que sa fille va dire, je suis la seule en 6e à Évidemment. pas en avoir. Alors qu'en fait, si vous cherchez, il y en a toujours au moins un autre dans la classe. Bien sûr. Et depuis qu'on fait quand même de la prévention, maintenant on connaît le danger du smartphone, il y a de plus en plus de parents qui retardent l'apparition du smartphone. Quand vous avez eu un enfant qui a été harcelé, ou vous avez entendu la mort du petit Charlie à cause du challenge TikTok, voilà, il y a des parents un peu éveillés. Alors, Est-ce qu'ils doivent franchir le pas? nous, on a, je ne disais pas ça au début quand je commençais à travailler sur cette question, mais maintenant je le dis, on est plusieurs à le dire. Vraiment, pour nous, on voudrait même qu'il y ait une loi pour que le message soit très fort et entendu par les parents, c'est pas d'écran avant 15 ans. Pas de smartphone avant 15 ans, pardon, attention. Pas de smartphone avant 15 ans. C'est l'écran le plus dur à contrôler par les parents. C'est l'écran le plus addictif. 70% du porno est vu sur les smartphones. Et c'est vraiment le prolongement de sa main, hein. L'enfant est tout le temps avant, il ne peut plus s'en passer. Et les professeurs d'ailleurs disent, je sais sans demander quand est-ce que mes élèves ont leur premier smartphone. Les résultats scolaires baissent, il ne se concentre plus, il est fatigué, donc parents, tenez bon. Et ce message, il est sur la page Facebook Parents unis contre le smartphone avant 15 ans, pour lesquels je recommande à tous les parents d'adhérer. C'est des médecins, des parents et des professeurs. Et vraiment, on explique pourquoi il faut résister jusqu'à 15 ans, les arguments à donner à nos enfants parce qu'ils vont sans arrêt nous tanner. Moi, je pense que c'est indispensable. Il n'est pas question de ne pas leur donner un téléphone, mais de plus en plus de parents achètent un dumbphone. Smartphone, ça veut dire téléphone intelligent. Dumbphone, ça veut dire téléphone idiot. Les parents appellent ça le téléphone pour téléphoner. Bah, c'est les premiers téléphones qu'on a connus, en Exactement. fait, hein. Et les gamins appellent ça le 9 touches. Et d'ailleurs, quand ils voient un autre gamin avec le Nokia 3310, ils disent « Ah ben toi aussi, tu fais partie du clan des 9 touches ». Et le clan des 9 touches augmente parce qu'avec ce tout écran, depuis quelques années, maintenant, il y a des parents qui veulent protéger leurs enfants. Il faut dire à vos enfants « Je sais que tu en as envie, mais c'est très dur à contrôler. Regarde tel camarade qui s'est fait harceler, regarde les faits divers, etc. Et donc, pour te protéger, on va attendre 15 ans. Mais je t'achète un téléphone. » Et ce que font ces parents du groupe, ils mettent le groupe WhatsApp de la classe sur leur propre téléphone. Et puis, ils disent, bah, écoute, tu sais qu'on peut te joindre, tu leur dis, de 18h à 19h, mais le reste du temps, et il y a beaucoup d'enfants qui se développent. Ils n'ont pas besoin de téléphone pour se développer.
À contrario, avoir un téléphone peut donner énormément de problèmes et de troubles. On le sait, on l'a dit tout à l'heure, mais troubles du sommeil, anxiété, mal-être, risque des contenus dangereux, voilà, et jusqu'à ils ne se lèvent pas parce qu'ils sont sur le téléphone toute la nuit. Donc, phobie scolaire, échec scolaire, c'est l'engrenage pour beaucoup d'enfants. Mais si vous craquez, et si vous le donnez à 15 ans, l'un ou l'autre, il faut le donner, comme on a dit tout à l'heure, avec des règles et la charte du smartphone. Ne donnez jamais votre téléphone, là par exemple à Noël, sans qu'il y ait des règles. Ok, tu as un téléphone, mais il y a des règles. Et si tu ne respectes pas les règles, par exemple, tu n'as plus de téléphone pendant 24 heures. C'est indispensable de maîtriser, de contrôler notamment le téléphone. On ne conduit pas et on n'a pas de voiture avant 18 ans. Le smartphone peut être extrêmement dangereux. Il ne faudrait pas les offrir comme ça, comme des livres ou des jouets comme des autres aux enfants de 11 ans, vraiment. D'accord. Alors, question suivante. Mon fils s'enferme le soir après le dîner dans sa chambre et passe beaucoup de son temps libre sur son téléphone, son ordinateur ou sa console. Et je le laisse faire du moment que ses devoirs sont faits et ses résultats sont bons. Dois-je pour autant contrôler son temps d'écran? Alors, c'est une question très intéressante et qui, à chaque fois, je me pose la question en consultation. Je vois des parents qui se posent des questions. Ils voudraient, l'enfant est beaucoup trop sur l'écran, mais il va bien, il n'y a pas de trouble. Oui. Il n'a Il pas de mal-être sort, psychologique, il il a a des des copains amis, et ça va à l'école. Et là, je suis un petit peu en difficulté. Déjà, je ne vais pas réagir de la même façon que quand l'enfant a des difficultés. évidemment. Mais le problème, c'est que quand les difficultés arrivent, c'est très compliqué de revenir en arrière, voire Et des puis fois là, il y a de impossible. l'isolement. Parce qu'en fait, C'est vrai. il n'a qu'une envie, c'est d'aller vite dans sa chambre à la fin du repas pour parler, chatter, faire sa console. Et du coup, en fait, il y a quand même finalement un temps de famille qui pourrait être là. Bon, après, voilà, il a 15 ans, cet enfant. Donc, moi, mes enfants n'ont pas encore 15 ans, mais peut-être qu'à 15 ans, effectivement, il y a de nombreux ados qui aiment bien avoir leur intimité et vivre un peu leur vie. Alors, il y a vivre son intimité et vivre un peu sa vie et s'isoler sur un smartphone où des fois certains sont pris dans des contenus dangereux qui les emmènent vers des mal-être psychologiques que personne ne souhaite pour son enfant. Donc, je pense que le parent a bien fait de s'inquiéter. Et si on laisse Il n'y a pas de règle. L'enfant, quand même, c'est rare qu'il s'autorégule tout seul. Ça arrive, bien sûr, il y a toujours. Mais globalement, le temps d'écran augmente parce qu'on ne l'a pas dit, hein, mais c'est comme une drogue. C'est addictif. Parce que ça offre ce que le cerveau humain recherche et adore, c'est du Le plaisir sans plaisir. effort. Évidemment. Ça stimule dans le cerveau le circuit de la récompense, qui se met à fabriquer de la dopamine. Pour éviter l'emballement du circuit de la récompense, le cerveau est bien fait, il va inhiber certains récepteurs à la dopamine. Et l'enfant va rechercher de plus en plus les écrans pour avoir sa dose, comme un drogué, sauf qu'il n'y a pas de substance. Donc c'est une activité addictive. Et là, effectivement, si on lui laisse après le dîner, le parent va se rendre compte qu'il mange à toute vitesse et il sort. C'est ça. Or, quand on a des ados, des fois, le seul moment d'échange, Bah, où c'est le vraiment on dîner. prend son temps, c'est le dîner. Bien sûr. Il y a une étude qui montre qu'aujourd'hui, le temps de vraie discussion, d'échange entre parents et enfants, c'est plus que 7 minutes. Par jour? Par jour. C'est une moyenne. Parce que tout le monde est sur son très écran. peu. C'est très peu. Et vraiment, le moment du repas, c'est vraiment un moment que vous devez privilégier, préserver avec vos ados. Donc, je ne sais pas, vous mangez à 20 heures, eh ben, il peut récupérer son téléphone qu'à 21 heures et peut-être qu'à 22 heures, il faut le reprendre parce que le sommeil, c'est capital. Ça donne des troubles du sommeil, parce qu'on le sait, hein, la lumière bleue des écrans empêche la sécrétion de la mélatonine. Plus tout ce que vous voyez peut vous faire des cauchemars. On a une liste incroyable d'enfants qui ont des cauchemars parce qu'ils regardent des films d'horreur. Tout petit, hein, j'ai ça. Donc peut-être qu'elle pourrait lui laisser le téléphone jusqu'au dîner à 20 heures. Et puis après, il sait qu'il n'y a pas de téléphone. Je peux vous dire qu'il va rester beaucoup plus de temps à table. Et c'est ces moments informels où on parle un petit peu de tout. Il va parler de ce qui s'est passé au lycée, alors qu'il ne va pas en parler s'il va vite pouvoir aller sur son téléphone, jouer ou aller sur les réseaux sociaux. Donc préserver les moments de famille, c'est indispensable. C'est pareil, quand on sent qu'un enfant ne va pas très bien, c'est ces moments passés avec son ado qui nous permettent d'être alertés. Là, s'il y a très peu de moments ensemble, il ne va pas se confier, bah, vous allez passer à côté. Voilà. Les moments de famille dans mes consultations, c'est ce que j'essaye de préserver, parce que les parents aussi sont beaucoup sur leurs écrans. Donc, il y a une règle. Donc, j'ai des enfants qui ont 12 heures par jour d'écran, à 12 ans, par exemple. Et le samedi matin ou le samedi après-midi, tu choisis, il n'y a pas d'écran. Samedi matin, OK. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Donc, je fais la liste avec lui. Dis-moi tout ce que tu aimes faire, que tu faisais avant, que tu ne fais plus, parce qu'il y a de l'écran, ou que tu aimerais faire. Donc, j'ai sortir, pêcher avec papy, faire du vélo avec mon copain, aller faire le marché avec maman et c'est moi qui cuisine, peu importe. Et j'ai eu un ado de 12 ans il n'y a pas très longtemps, il me dit « mais moi j'aimerais bien faire le marché avec maman, cuisiner ». Ben, je lui dis « parfait madame ». Et il me regarde, il me dit « mais oui, mais elle est sur ses réseaux sociaux le dimanche matin ». Et donc j'ai dit à la maman, quand lui n'aura pas d'écran sur le nouveau planning,
Vous non plus. Vous non plus. Puni. Vous non plus. Par contre, quand il est sur ses écrans, il est à droit le dimanche après-midi ou le samedi après-midi, vous faites vos écrans. En gros, on doit se caler. Vous vous plus ou calez moins sur vos ados pour que ces moments de famille soient vraiment proposés, préservés, encouragés. Et quand des fois, j'ai des familles où il n'y a plus de moments. Eh ben, il faut des recréer moments ces de moments. qualité, Et après, c'est franchement, indispensable. l'ambiance, il y a moins de conflits, il y a moins de tensions. Ils passent des bons moments ensemble. Il dit, mais c'est vraiment le climat familial a changé. Globalement, j'ai que des retours positifs. Donc oui, inquiétez-vous. Pour moi, à 15 ans, à 20 heures, il pourrait ne plus avoir de téléphone. Et si vraiment vous lui donnez après le repas, c'est 21, 22 heures. Il y a déjà 1 heure de temps de dîner, ce qui est beaucoup. Et puis après, son sommeil est préservé. C'est l'escalade, hein. Si vous gardez toujours le contrôle sur les écrans, globalement, vous n'aurez pas de problème. Les familles qui ont des difficultés, c'est quand on n'a pas, entre guillemets, assez mis de limites, mais on le voit que trop tard. Et là, ça a dépassé. Et pour revenir en arrière, j'ai des enfants qui pleurent en consultation. J'ai eu un enfant de 14 ans. Il pleurait parce que j'expliquais qu'il fallait absolument qu'il limite son temps d'écran, que ce n'était pas de sa faute, qu'on allait l'aider, etc. Mais il pleurait. Il sait que j'avais raison. Il a accepté de venir en consulte, il accepte, mais il pleurait. Parce que c'est comme des drogués. Ouais, c'est ça, il a besoin de sa dose, quoi. Et on parlait des effets des écrans sur les petits où ils pouvaient se taper la tête par terre, mais chez les plus grands, ils ne se tapent pas la tête par terre. Chez les plus grands, ils insultent leurs parents, ils cassent tout dans leur chambre ou dans la maison, voire ils sont agressifs, hein. Et le SAMU et la police nous disent être de plus en plus appelés pour des crises de violence extrêmes dans des familles où il n'y avait aucun problème. On le sait malheureusement des fois plus dans les familles où il y a de l'alcoolisme ou d'autres difficultés, violence conjugale par exemple. Mais là, pas du tout. Les parents arrivent à gérer l'éducation de leurs enfants, donc ils me disent on a fait confiance, on fait pareil, on a toujours fait ça. Et avec le téléphone surtout, ça ne marche plus. Et là, ils viennent me voir parce que c'est conflictuel à tel point qu'ils ne peuvent plus enlever le téléphone. S'ils enlèvent le téléphone, l'ado, j'ai une ado de 17 ans, elle n'avait aucun problème. Ils ont donné un téléphone, 1 an ou 2 après, elle est devenue complètement accro. Elle était violente vis-à-vis de ses parents, et des fois, on se tourne vers la pédopsie, hein. On hospitalise des enfants. J'ai fait une conférence à Épinal, donc pour les 0-18 ans, et il y avait des ateliers avec les professionnels. Et ils nous ont dit à l'hôpital d'Épinal, quand les professionnels repèrent un enfant surexposé aux écrans, mais accro, il ne peut plus s'en passer, ils les hospitalisent pendant la phase de sevrage. Ah Et oui. après, ils retournent au domicile et on aide les parents. C'est comme une centre de désintoxication. Exactement. Hein, et dans les services d'addicto, dans les colloques d'addicto, on m'appelle pour faire des conférences. Et on commence maintenant à parler, à côté du tabac et de l'alcool, maintenant, et des drogues, hein, il y a souvent un intervenant qui parle des écrans. Vraiment. Il faut vraiment... si les familles arrivent à gérer, c'est bien. À réduire, c'est bien. Sinon, ce n'est pas parce que vous êtes des mauvais parents. Allez trouver de l'aide dans votre entourage. Donc une grand-mère qui habite à la campagne et qui ne fait pas du tout d'écran, puis elle va leur faire faire, elle a un jardin, elle a des animaux. Et sinon des professionnels, hein, pour les petits, la PMI, tous les structures de soutien à la parentalité. Pour les plus grands, ça peut être les structures de réussite éducative dans les villes qui vont à domicile, des éducateurs. Et puis ça peut être des services d'addicto ou de pédopsychiatrie. Parce que pour le porno, je voulais revenir là-dessus, il y a 3 effets sur l'enfant. Il peut être traumatisé. Certains n'hésitent pas à appeler ça un viol psychologique. Ils peuvent devenir accros, c'est-à-dire qu'on a des enfants de 11-12 ans accros au porno, ils ne peuvent plus s'en passer. Et au début, c'est 1 ou 2, puis après, c'est 10 scènes porno ou films porno par jour. Et en même temps, ils se masturbent. Et les enfants disent souvent, je ne me supportais plus, je ne pouvais plus arrêter. Si j'arrêtais le porno, j'étais en transe, avec une tachycardie, le cœur qui se met à s'affoler, etc. J'étais obligée. Et comme je trouvais ça monstrueux, j'ai voulu me suicider. Donc ces enfants-là, on les hospitalise. Et le 3e risque du porno, c'est de reproduire des scènes qu'ils ont vues sur des plus petits. Et on a une augmentation importante des agressions sexuelles de mineurs sur mineurs. Il suffit d'aller voir le service de brigade des mineurs. Donc tout ça, c'est vraiment sérieux. On alerte parce que c'est sérieux. C'est pour ça que je ne recommande pas de smartphone avant 15 ans. Ce n'est pas pour embêter les enfants ni les parents. C'est vraiment très important. Et donc, faites-vous aider surtout. Restez pas seul. Tenez bon, restez pas seul. Ça paraît simple, on se dit il suffit d'arrêter les écrans. C'est vrai. Mais en même temps, c'est très, très, très difficile dès que l'enfant passe la zone où il devient accro. Sûr. Alors, ma fille passe beaucoup de temps à faire des vidéos TikTok ou à en regarder. J'ai l'impression que le monde virtuel remplit de plus en plus son temps et qu'elle se désintéresse du monde réel, même si elle a plein d'amis. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté vraiment réalité et se mettre en scène. Il y a de plus en plus d'enfants, effectivement. Moi, j'en vois dans la rue. C'est drôle parce qu'on les voit, ils sont là avec leur smartphone.
hein. Ils dansent, ils chantent. Il y a vraiment ce phénomène-là qui est en train d'arriver depuis quelques années en France et ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Que faire? Alors, les parents doivent être vigilants avec TikTok, hein. Au départ, c'est danser, faire des vidéos chantées. Si c'est pas toute la journée que cet enfant a une vie réelle, c'est pas trop dangereux. Le problème, c'est qu'actuellement, on a de plus en plus d'enfants, pas seulement d'ados, sur TikTok, où la vie virtuelle, finalement, prend beaucoup trop de place et qu'ils ne voient plus d'amis en vrai. Donc, c'est quand même problématique. Donc, on revenait au temps. 1 heure maximum par jour après 6 ans. Donc moi, je recommande 2 heures mercredi, samedi, dimanche. D'accord. Comme je vous dis, j'ai des enfants très accros, j'arrive pas à... Donc voilà, il faut que cet enfant, elle fasse autre chose. Donc on peut lui mettre un contrôle parental. TikTok, c'est très dangereux parce que c'est vraiment là où vont tous les prédateurs sexuels. Quand on offre un smartphone à son gamin, on n'imagine pas qu'il va faire c'est pour qu'il fasse des mauvaises rencontres, hein. Mais tous les prédateurs sexuels vont là où il y a les enfants. Et nos enfants sont où? Ils sont sur TikTok. Alors, il voit les vidéos d'une gamine de 12 ans qui chante. Ceci dit, on peut quand même faire des comptes privés. Moi, mes enfants n'ont que des comptes privés et ils n'acceptent que les gens qu'ils connaissent physiquement. Parce que vos J'ai mis enfants, cette règle. parce que vous avez cette règle, mais il y a plein d'enfants qui ne l'ont pas. Bien sûr. On a eu 2-3 faits divers là en 2022, hein, de gamines de 12 ans qui avaient dit qu'elles allaient dormir chez une copine. En fait, elles pensaient répondre à un internaute de 14 ans qui la trouvait mignonne, et puis voilà, Bien 12-14 ans. Et en fait, c'était un pédophile qui l'a emmené dans un parking. J'ai eu ce problème-là avec mes enfants. Une nana les a contactés, toute mignonne, 14-15 ans. Elle les a contactés. Elle a contacté mon fils. Et 2 jours après, elle a contacté mon autre fils. Et j'ai dit, mais oh les garçons, vous voyez pas là qu'il y a un petit souci quand même? J'ai été voir son compte, elle n'avait que des adultes. Je lui ai dit, tu sais quoi, on va lui faire un truc. Je vais vous prouver que cette personne qui est derrière cet écran n'est absolument pas la personne que vous cherchez. Vous allez faire un petit truc, c'est un petit test que moi j'ai proposé à mes enfants, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, vous allez me dire, d'écrire une phrase ou de faire un geste qui est spécialement pour eux, pour être sûr de qui est derrière cet écran. La personne n'a jamais voulu le faire. Je lui ai dit, à ton avis, pourquoi elle ne veut pas le faire? Pourquoi elle ne veut pas marquer « Je m'appelle Alison, j'ai 14 ans et j'aime les nuggets ». Pourquoi elle ne veut pas le faire? Si c'était vraiment quelqu'un de sincère et de réel derrière, elle n'aurait aucun problème pour le faire. Alors là, vous parlez d'un autre problème, c'est les brouteurs. Donc on a de plus en plus de gens qui sont installés en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays d'Afrique, au Bénin, qui se mettent surtout en contact avec des jeunes adolescents, par 14-15 ans. Ils envoient une photo d'une jeune fille très jolie qui a 15-16 ans, ils commencent à discuter, ils se font passer pour une jeune fille. Bon, ils flirtent un peu sur le réseau social. Ah bah c'était flatteur, hein, ils étaient ravis. Hein. C'est ça qui se passe. Ensuite, elle dit « Oh, envoie-moi une photo de toi un peu dénudée. » Il dit « Bah non. » Elle dit « Mais si, je vais le faire et toi tu le fais. » Donc ils envoient une photo. Lui, finalement, il le fait. Et après, il y a un chantage qui se passe. Il demande 300 €. S'il n'y a pas 300 € sur tel compte avant 24 heures, on diffuse la photo que tu as fait partout. Et on a un Noah de 14 ans l'année dernière qui s'est suicidé comme ça. Il s'est pendu dans sa chambre. Ça, c'est vraiment, je le vois de plus en plus en fait divers. Et les enfants ne se méfient pas. Donc là, vos enfants ont été contactés par cette personne alors qu'ils acceptent que leurs amis privés. Donc c'est possible. Non, c'était pas sur ce réseau-là. D'accord. Donc vous voyez toutes les règles qu'il faut mettre. Ça fait partie des règles. Dans la charte du smartphone, c'est tu n'acceptes que tes sur amis. Instagram. Donc là, sur Instagram, on peut écrire à quelqu'un, effectivement. D'accord. Donc on ne peut pas protéger. Voilà. Donc vous voyez le danger. On n'a même pas tout dit. Et là, il faut que les parents se rendent compte vraiment du danger de ces réseaux. Donc si c'est pas contrôlé, on a parlé aux enfants, mais moi, je pense vraiment la seule façon de les protéger, honnêtement, de tous ces dangers, c'est de pas de smartphone avant 15 ans, honnêtement. Vous ne pouvez pas empêcher le cyberharcèlement, d'être contacté par des pédophiles, les brouteurs. Les gamins, c'est normal, ils ont leur vie privée, ils ne vont pas vous parler qu'ils ont vu du porno, parce que d'abord, ils ont peur que vous leur piquiez son téléphone. Ils sont tout de suite pris dans quelque chose qui est potentiellement très dangereux. Voilà, je pense vraiment que c'est la meilleure façon de les protéger. Alors, mon fils de 7 ans ne cesse de me prendre mon téléphone portable et fait des crises de nerfs et devient agressif. Si je ne lui laisse pas, je n'arrive pas à gérer cette agressivité. Que faire? Alors, il est accro. On commence par passer un petit peu le téléphone et puis au bout d'un moment, on ne sait pas quand est-ce que va être la limite, hein, mais au bout d'un moment, il est accro, souvent au bout de 3-4 heures par jour. Ça va très vite. 1 heure un petit peu pendant que je fais le repas, 1 heure pendant que je m'occupe des devoirs de ton frère, ça va très vite. Et puis on se dit, c'est pas grave, je lui mets des petites vidéos éducatives pour son âge. Mais il peut très vite switcher sur autre chose. Donc c'est votre téléphone, madame.
ou monsieur, non, c'est une maman. Donc vous le reprenez, vous lui dites que c'est votre téléphone. Pareil, c'est pas ta faute si tu es agressif. Il faut lui expliquer à 7 ans, il comprend. C'est du poison pour ton cerveau. Il peut plus s'en passer. Et regarde, tu arrives à être méchant, à être agressif avec maman. Donc il faut absolument te l'enlever. Ça va être un peu dur, mais t'inquiète pas. Et là, il faut se rendre disponible. Au moins pendant la période de sevrage, parce que là, il va falloir faire un vrai sevrage. Combien de temps, le Alors, sevrage? ça dépend. J'ai des enfants, c'est 1 jour, 2 jours. Le maximum que j'ai eu, c'est 3 semaines. Donc, il faut sortir dehors. Il faut lui proposer autre chose. Il faut inviter un copain à la maison. Éventuellement, à 7 ans, il peut commencer à regarder un petit dessin animé, un beau dessin animé avec vous, le samedi soir, Azur et Asmar, par exemple, ou autre chose, adapté à son âge. Et puis, il faut être disponible, il faut jouer, etc. Mais là, il faut faire un vrai sevrage pour ce petit garçon. Mais il faut vraiment ne pas avoir peur de lui enlever quelque chose qu'il aime. Il n'a pas besoin de téléphone à 7 ans. Là, il est complètement accro, son cerveau est pris, il faut le libérer. Il faut que votre fils apprenne à se faire plaisir avec autre chose. Et alors, on dit souvent, les enfants qui sont accros aux écrans, c'est parce que les parents ne proposent pas autre chose. Mais si vous proposez à un enfant un écran et autre chose, le cerveau choisira l'écran. À 8 mois, si vous proposez à un bébé un hochet et Je le me smartphone, souviens. il prendra le J'ai hochet. vu la même vidéo que Voilà. vous. Donc, il faut, quand ils sont accros, la seule façon qu'ils apprennent à aimer la vie tout court réelle et les jouets réels et des interactions avec des humains, c'est d'arrêter les écrans. Là, 6-7 ans, il faut à mon avis tout arrêter et lui proposer autre chose. Et il ira vers autre chose que si vous arrêtez l'écran. Alors, en période de sevrage, non, il va se taper la tête, il va hurler. Mais tenez bon, faites-vous aider, sortez dehors. Et ensuite, il va se calmer, se poser, la crise est passée. Il va pouvoir, vous allez pouvoir ressortir tous les jouets que certains parents me disent, on a rangé tous les jouets parce qu'il n'en voulait pas. Et il va découvrir à 7 ans les Lego, les Caplas, les petites voitures, les jeux de société, au plus grand bonheur de ses parents. Super. Alors, question suivante. Combien de temps maximum mon fils de 5 ans peut-il regarder les dessins animés par jour? Alors, si c'est un enfant surexposé, 0. D'accord. Si c'est un enfant qui n'est pas surexposé, on dit aucun écran jusqu'à 2-3 ans. Ça, on est tous d'accord. C'est trop toxique pour le cerveau. Et à partir de 2-3 ans, il peut faire un quart d'heure par jour jusqu'à 6 ans. Le mieux, c'est rien, mais il peut. Et y a-t-il un moment plus propice du coup dans la journée? Très important. Et là, on a la règle des 4 pas de la psychologue Sabine Duflo. C'est très important. Pas d'écran le matin. Parce que les écrans stimulent l'attention réflexe. Il est attiré par ce qui bouge, ce qui fait du bruit. Parce que notre cerveau est câblé comme ça pour échapper au danger. Donc, si vous stimulez son attention réflexe, vous ne pouvez plus lui demander d'utiliser son attention focalisée à l'école, qu'on appelle la concentration. Et on sait que 9 minutes de dessin animé le matin empêchent l'enfant de se concentrer toute la matinée à l'école. La concentration, c'est le contraire. Il faut faire abstraction de tout ce qui bouge et fait du bruit autour de soi pour se concentrer sur quelque chose qui ne bouge pas. Le petit exercice, l'activité à l'école, la maîtresse ou l'enseignant qui parle. Donc ça, c'est très important. Pas d'écran le midi pour les petits, parce qu'on a vu, ça l'empêche de développer tout ce qui est lié à la nourriture. Il doit être connecté à son corps et découvrir le plaisir de manger. Pour les plus grands, c'est le moment du repas où on échange. Oui. Pas d'écran le soir, parce qu'on l'a dit, la lumière bleue des écrans empêche la sécrétion de l'hormone du sommeil. Et puis, ça surstimule, ça surexcite le cerveau qui doit au contraire s'apaiser avant de dormir. Et le 4e pas, c'est pas d'écran dans la chambre. Parce qu'on le sait, l'enfant va être tenté les temps d'écran augmentent quand ils sont dans leur chambre. Et puis, vous ne pouvez pas contrôler ce qu'il y fait. J'ai un enfant de 4 ans un jour à qui les parents ont mis un petit dessin animé de course de voiture sur YouTube. Et puis, YouTube propose des vidéos suivantes sans qu'on ait à le demander, en fonction des goûts des enfants. Donc, ils analysent, il faut le savoir, tout ce qu'on fait sur les écrans est analysé à part des algorithmes qui proposent après des contenus qu'on aime. Donc, la 2e vidéo, c'était une vraie course de voiture. La vidéo suivante, c'était un clip de rap avec une course de voiture et des filles dénudées. Et la 4e vidéo, c'était des contenus à caractère sexualisé. Donc, vous devez toujours pouvoir contrôler ce que regardent vos enfants. En tout cas, jusqu'à un certain âge. Bien sûr. Alors, quelles sont les recommandations de temps d'écran pour un enfant et un ado par jour? Alors, pour un enfant qui n'est pas surexposé, on l'a dit, Oui, c'est vraiment aucun écran. Vous voyez comment c'est difficile dans notre société d'aujourd'hui, il y a des écrans partout. Aucun écran jusqu'à 2-3 ans, 15 minutes jusqu'à 6 ans par jour, et 1 heure maximum de 6 ans à 18 ans. Et moi, je propose 2 heures mercredi, samedi, dimanche. C'est très peu, puisque la majorité des enfants de 6-18 ans, c'est plutôt, je vous ai dit, 6-8 heures par jour. Mais c'est indispensable pour la santé psychique, pour la santé émotionnelle de vos enfants, la santé physique, leur épanouissement personnel, la réussite à l'école. Les enseignants nous disent, les élèves qui sont les meilleurs à l'école, c'est clairement ceux qui ont le moins d'écran.
Donc si vous voulez vos enfants s'épanouissent, réussissent à l'école, vraiment contrôlez leur temps d'écran pour leur bien-être, même s'ils vous tannent, même si vous avez l'impression de les priver de leur bonheur, c'est vraiment une drogue. Et apprenez-leur surtout, faites-les découvrir les autres bonheurs de la vie réelle. Mon fils veut travailler avec le téléphone et l'ordinateur dans sa chambre. Il me dit qu'il en a besoin pour faire ses devoirs. Dois-je le laisser? Alors merci Laïla de poser cette question. Effectivement, qu'il soit au collège et maintenant même en élémentaire, les professeurs travaillent avec les écrans et Internet. Ils envoient des QR codes, des vidéos YouTube de mathématiques, il faut qu'ils se connectent, etc. Mais le problème, qu'est-ce que nous disent les parents? Bah, donc je suis un petit peu obligée, et bah, il fait ses devoirs et puis après, en plus il bâcle souvent parce qu'après, entre eux, faire un exercice de maths et jouer à Fortnite, qu'est-ce que va choisir le cerveau? Bah, il va vite choisir le plaisir sans effort, c'est Fortnite. Il y a une concurrence déloyale entre les écrans, ce que proposent les écrans et tout le reste. Donc, proposez-lui de faire, c'est pour tes devoirs, bah, écoute, tu le fais dans le salon, hein, tu as ton téléphone et ton ordinateur dans le salon, et ensuite, soit je t'accorde le temps d'écran qui est prévu dans notre planning, écran de la familiale pour toi. Soit, nous, on a dit qu'il n'y avait pas d'écran le lundi, le mardi, le jeudi, vendredi, mais on va faire autre chose, on va jouer aux cartes, tu vas m'aider à préparer le repas, tu vas me raconter ta journée, et vous restez ferme là-dessus. Mais évidemment, comme c'est une drogue, Donc, nos pas enfants, dans sa chambre, en fait. C'est pas dans surtout sa ça chambre, qui vous gêne, là. C'est le bien dans sûr. sa chambre. Bien sûr, et lui, évidemment qu'après les devoirs, il va aller voir des vidéos des fois dangereuses, des réseaux sociaux des fois dangereux, des vidéos qui sont pas conseillées à son Bien âge, sûr. etc. Il s'isole, il va pas parler des contenus dangereux qu'il voit avec ses parents parce qu'il a peur qu'on lui pique son téléphone. C'est très difficile tout ça. Donc vraiment pas dans la chambre, c'est le 4e pas. Est-ce que les tablettes éducatives sont considérées comme des moteurs de développement chez l'enfant ou est-ce qu'elles rentrent dans la catégorie écran nocif sur le long terme pour les enfants avant 6 ans? Alors merci de me poser cette question, Charlotte. 70% des parents d'enfants de 0 à 2 ans utilisent les écrans parce que c'est éducatif. 74% des parents pensent que plus tôt l'enfant sera confronté, familiarisé avec les écrans, et mieux il sera prêt pour la vie de demain, puisque déjà on est avec des écrans partout, et lui encore plus dans 20 ans. Donc les parents pensent bien faire. Il faut savoir que pour les petits, c'est clair, 5 ans, aucun écran est éducatif. Il n'en a pas besoin. Ce n'est pas une bonne nourriture pour son cerveau et ses compétences. Il a Donc besoin. on est piégé, en fait, par Mais bien sûr, on est l'industrie piégé. marketing. Et là, si vous allez dans votre boîte aux lettres et que vous ouvrez les catalogues de Noël, vous avez des écrans à partir de 9 mois. Bah, Vous bien avez des sûr. tablettes éducatives où on vous promet qu'ils parlent 3 langues, qu'ils connaissent l'alphabet, etc. Et donc, les parents sont piégés, les parents sont trompés. Et tant qu'il n'y aura pas une loi qui interdira ces publicités en fonction de l'âge, etc., les parents pensent bien faire. Encore une fois, c'est le monde de demain. On est dans une société de performance. Puis je vois qu'ils récitent l'alphabet en 3 langues et qu'ils comptent jusqu'à 100. Sauf que l'enfant récite par réflexe les chiffres. Mais si je lui demande donne-moi 2 cubes, il est incapable de donner 2 cubes, il n'a pas compris ce que c'était. Et toute la notion du monde, les lois physiques, l'apprentissage des mots et du vocabulaire. C'est pas, ce qui est pas, avec les écrans, ils sont imprégnés de ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, pour les petits je parle, hein, et ils répètent. Donc on voit des enfants dans la cour de récré parler, dire les couleurs en anglais, pink, blue, purple. Oui. Mais en fait, ils sont incapables de parler avec quelqu'un pour leur dire bah, tiens, je me suis fait mal, de s'intéresser aux autres. Et donc parler, c'est apprendre les mots avec leur sens, savoir les combiner pour faire des phrases et communiquer avec quelqu'un. Or, avec les écrans, ils répètent tout seuls ce qu'ils entendent et les parents sont piégés parce qu'ils récitent l'alphabet en anglais. Donc vraiment, parents, il n'y a pas d'écran éducatif, c'est pas vrai avant 5-6 ans. Et vraiment, ce qui est éducatif pour vos enfants, c'est de vivre dans un monde réel, de partager avec vous tout ce qu'on peut faire de très simple. Et là, il va apprendre les mots avec leur vrai sens. Et c'est vraiment très important. Alors, il semblerait quand même, si je ne dis pas de bêtises, que ça bouge depuis ces dernières années dans ce combat. Alors, quand j'ai fait cette préparation justement voilà, pour cette émission, j'ai découvert en présentant cette émission une série qui s'appelle La famille tout écran, qui a été créée en 2017 en partenariat avec le Clémy, le Réseau Canopé et la CAF, et qui a été diffusée sur les antennes de France Télévisions. Alors, dans cette série de 4 saisons, on partage le quotidien hyper connecté de Myriam et Erwan et leurs 3 enfants, donc Juliette, 16 ans, Théo, 8 ans et Mélina, 4 ans. Alors, cette série, elle a pour objectif de prévenir les familles sur les risques et les informer et les accompagner dans les bons usages des multiples écrans qui nous entourent.
Et chaque épisode est dédié à un type de thème différent, on va dire. Donc, il y a les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, la surexposition, la désinformation. Je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, toutes les initiatives qui peuvent mettre l'accent sur les écrans qui sont aujourd'hui dans toutes les familles, sensibiliser sur les dangers, sont bienvenues. Alors je l'ai vu il y a un petit moment, hein. Il faut vraiment, il faut que ce soit fait effectivement dans la bonne humeur, mais des fois quand même, on n'insiste pas assez sur les risques. Vous voyez. La petite Antonella, 10 ans, qui a fait le challenge TikTok en janvier 2021 en Italie et qui a été retrouvée morte par sa sœur de 5 ans dans la salle de bain. Les parents maintenant militent pour faire de l'information auprès des parents. Les parents n'avaient pas idée. Il ne faut pas mentir aux parents. C'est dangereux. Il faut que ce soit contrôlé, mais on peut passer des messages dans la bonne humeur. Mais comment dire, des fois on m'accuse de diaboliser les écrans. Ne faisons pas le contraire. Ne minimisons pas les dangers des écrans. Et ça motive aussi, parce que c'est tellement dur à arrêter. Il faut qu'on soit conscient des dangers pour être déterminé. Moi, c'est les parents les plus déterminés chez moi en consultation qui arrivent à les limiter ou à les supprimer pour les tout petits. Donc voilà, vraiment, faites-le pour le bien de vos enfants. Eh bien, écoutez, merci encore Anis d'être venue nous voir et nous éclairer sur les bonnes pratiques que nous devons mettre en place avec nos enfants. Donc, je rappelle votre ouvrage, Les tout-petits face aux écrans, comment les protéger, l'épidémie silencieuse aux éditions du Rocher. Alors, c'est pas toujours simple, mais bon, il faut tenir bon. Oui. En fait, c'est comme le brossage 2 fois par jour, manger 5 fruits et légumes. C'est l'hygiène numérique. Exactement. Donc, temps limité, contenu adapté et surtout, plein d'autres activités. Exactement. Mais écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Encore merci. Merci Et beaucoup, salut la Candice. famille!